Merci. Monsieur Laurent Pietraszewski. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous êtes longuement exprimé sur le sujet des contrats aidés. Aussi, je ferai vite, mais en même temps, vous avez rappelé des éléments qui sont factuels et incontestables. Et il est quand même important de rappeler la situation que vous avez trouvée en arrivant. Effectivement, les 280 000 emplois aidés inscrits dans la loi de finances 2017 faisaient face aux 459 000 qui avaient été signés en 2016. Il est donc pas tant que la majorité précédente avait donc objectivé la disparition de 179 000 contrats aidés. Et donc, c'est effectivement des éléments qui sont quand même très importants à prendre en compte dans le cadre de la politique que vous menez et que nous accompagnons. Les contrats aidés ont effectivement leur utilité, et vous l'avez rappelé, ils ont leur utilité pour un certain nombre de nos concitoyens qui sont éloignés de l'emploi, et notamment moi aussi, lorsque j'étais sur le terrain aux centres sociaux d'Armentières récemment, j'ai pu entendre mieux vaut en fait un contrat aidé que pas d'emploi du tout. Et cela traduit en fait la forme d'urgence sociale qui peut exister aussi dans notre pays, et la politique que vous menez qui vise à développer la formation et les compétences doit pouvoir y répondre. Madame la ministre, je pense qu'il est important que vous puissiez nous rappeler ici, encore une fois, où les 200 000 contrats aidés seront orientés, quels sont les publics et les territoires cibles de ces 200 000 contrats aidés qui représentent 1,5 milliard de notre budget. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bernard Perru. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je veux attirer votre attention sur les établissements de travail protégés, les établissements et services d'aide par le travail, les ESAT et les entreprises adaptées, qui accueillent des personnes reconnues travailleurs handicapés et leur permettent de mener une activité professionnelle grâce à un parcours individualisé, incluant une activité salariée avec des formations appropriées. Se développent aussi de plus en plus des services pour accompagner directement les personnes à l'emploi en milieu ordinaire de travail. Alors que la solidarité est essentielle dans ces domaines, la mission Travail-Emploi prévoit une baisse du financement public accordé aux entreprises adaptées, avec la réduction de 7,6 millions d'euros du montant de la subvention spécifique, soit une baisse de 23% par rapport à la loi de finances 2017. Mais encore, pour l'aide au poste de ces entreprises, il manque 8 millions d'euros pour que le nombre de bénéficiaires soit augmenté conformément aux engagements pris sans que le taux de laisse baisse. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, il y a quelques instants, le besoin d'accompagnement vers l'emploi ordinaire et parlé même de productivité. Je vous comprends. Mais je mesure la difficulté pour les travailleurs handicapés psychiques de rejoindre l'emploi en milieu ordinaire. Beaucoup ont besoin de temps de travail adapté à temps partiel. Mais trop souvent, ils perdent tout ou partie de leur allocation adulte handicapé, l'AAH, quand ils prennent un emploi en entreprise et ne peuvent pas alors vivre avec un salaire limité. Ils retournent alors à l'ESAT, à l'entreprise adaptée, si ce n'est au chômage. Devant une telle situation, ma question, Madame la Ministre, situation peu satisfaisante, peu motivante, pouvez-vous soutenir la mise en place d'une AAH différentielle favorable pour inciter l'accès et le maintien à l'emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap? Que comptez-vous faire très concrètement pour que les travailleurs handicapés bénéficient de meilleures facilités d'accès à l'emploi en milieu ordinaire et puissent s'épanouir avec un projet personnel et trouver une vraie place dans notre société? Merci. Jean-Louis Bricout, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En plein cœur de l'été, le gouvernement a annoncé de façon brutale et non concertée la suppression de 120 000 emplois aidés, ce qui est bien sûr de nature à fragiliser davantage encore nos territoires, notamment les plus ruraux, notamment les plus fragiles. Puisqu'il faut bien rappeler les choses par leur nom, ce plan social constitue une épreuve de plus qui devront supporter nos concitoyens les plus jeunes et les plus éloignés de l'emploi. C'est pour eux que l'obtention ou la reconduction d'un emploi aidé constitue une bouffée d'air. En effet, ce contrat, c'est souvent ce qui permet le maintien d'un lien social fragile, permettant de se raccrocher au marché du travail semblant inaccessible, plus encore sur les territoires eux-mêmes éloignés de l'emploi. Si on ne peut nier que les élus des villes les moins argentées ont très largement recours à ce dispositif, il s'agit bien là d'une nécessité. Cette nécessité se fait jour autour de deux axes. Tout d'abord, il s'agit de faire le pari de l'insertion sociale par le travail, en proposant à ces personnels des formations ou des stages en immersion dans les entreprises locales. Cela est fondamental pour les gens qui, la plupart du temps, souhaitent faire preuve de leur bonne volonté d'intégration.
Ensuite, cela permet aux élus de maintenir un certain niveau de service à la population dans des contextes locaux où les perspectives financières de nombreux villages demeurent incertaines. Ainsi, la masse salariale est contenue, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre nécessaires à l'investissement et donc au développement économique. Je voudrais rappeler quelque chose. Aujourd'hui, les emplois aidés, l'aide reste stable pendant toutes les années d'éligibilité, environ 15%. Alors on avait proposé lors du dernier mandat qu'il soit allongé, qu'on ait une sortie en sifflet, par exemple pour les emplois d'avenir, passer de 75, 50 et 25, pour éviter les ruptures budgétaires. C'est quelquefois des solutions d'arbitrage entre le turnover et puis la consolidation. Donc est-ce que cela pourrait être encore d'actualité? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, en ce qui concerne la situation des moyens du ministère au sens large, d'abord, je n'ai pas répondu tout à l'heure, je m'excuse, sur le service public de l'emploi, notamment sur Pôle emploi. Donc, il y avait une question tout à l'heure. Donc, sur Pôle emploi, en fait, vous savez qu'une partie importante des ressources de Pôle emploi sont une ressource dynamique qui vient de l'UNEDIC et qui est assise sur un pourcentage par rapport à l'ensemble de la masse salariale, qui est donc, enfin, ressources de l'UNEDIC assorties sur la masse salariale. La réalité, c'est que donc pour 2018, du coup, le budget total de Pôle emploi augmentera de 20 millions, ce qui est un petit peu sans précédent dans le secteur des opérateurs publics, par le biais de cette ressource dynamique. Donc, il ne faut pas regarder simplement le budget de l'État pour comprendre la situation de Pôle emploi. En ce qui concerne le ministère et la trajectoire de baisse des effectifs, vous avez compris que c'est un programme, je dirais, d'ensemble. Nous sommes très conscients que nos dépenses publiques doivent diminuer globalement. Je pense que nous avons un taux de dépenses publiques qui alourdit notre économie et rend difficile un certain nombre de progrès en termes de croissance. La baisse de 3 points de PIB des dépenses publiques passe aussi par une meilleure organisation de l'État. Ça passe par éviter les doublons. Il y a aussi des doublons dans les services de l'État. Il y a des incohérences dans l'organisation. Il y a aussi le bon calibrage des missions par rapport aux moyens et réciproquement. Donc les moins 239 postes sur un peu plus de 9000 postes ne se feront pas sous forme de rabot classique. Mais d'abord, nous avons un enjeu de dématérialisation de certaines fonctions qui peut permettre, dans l'intérêt des finances publiques, mais aussi de l'efficacité par rapport au public, ce qui est service public, ça veut dire service au public. Ça permettra, d'être encore plus efficace. Et puis, nous allons surtout, dans le cadre de Action 2022, qui est un programme global et interministériel, nous allons avoir une réflexion sur les missions du ministère et sur la bonne adéquation de l'organisation aux missions. Donc je crois que c'est surtout ça qui est important de faire, parce que je pense que c'est vrai au ministère du Travail comme dans les autres ministères, des rabots année après année, ça décourage les agents et ça ne leur permet pas non plus d'être valorisés sur le cœur de leur mission et sur l'apport qu'ils ont et qui est indispensable. Nous avons besoin de services publics, ils doivent être calibrés, reconnus, avoir les missions doivent être claires, on doit savoir ce que fait le service public et ce qu'il ne fait pas. Donc il y a un travail de fond à faire que nous voulons entamer dans mon ministère comme dans les autres ministères. C'est Gérald Darmanin qui coordonne au sein du gouvernement cette approche. Mais c'est donc dans ce contexte-là que nous regarderons les actifs. En ce qui concerne ce qu'a évoqué monsieur le député Lurton, oui, il n'y a pas de jour sans que je vois des entrepreneurs qui cherchent du personnel et qui n'en trouvent pas. Alors, j'aime mieux ce problème-là que le problème d'avant, quand on ne cherche pas. Maintenant, il faut répondre à cette question, à la fois pour que les entreprises puissent saisir les marchés et puis pour saisir cette opportunité formidable de pouvoir refaire accéder au travail une partie de nos concitoyens qui en cherchent depuis longtemps. Alors, ceci dit, il y a plusieurs sujets. Pourquoi ils ne les trouvent pas ? Il y a un premier sujet, c'est qu'effectivement, le retour, la transformation des métiers, l'évolution de métiers fait qu'il y a un certain nombre de métiers où on n'a pas les qualifications qui existent. Tout le monde connaît le sujet des soudeurs, des chaudronniers, qui n'est pas nouveau, mais il y a plein de métiers nouveaux ou anciens sur lesquels, tout simplement, nos dispositifs de formation initiale et continue n'ont pas produit les compétences qui sont nécessaires sur le marché du travail. Et c'est pour ça que l'effort sur la formation professionnelle et l'apprentissage devient stratégique en termes de politique d'emploi, mais stratégique en termes de politique économique aussi, puisque c'est ce qui va permettre l'adéquation des compétences à l'évolution des emplois et du travail. Alors, pour cela, oui, nous allons mobiliser beaucoup les partenaires
Nous comptons sur les partenaires sociaux, sur les branches professionnelles, sur les entreprises, sur les régions, pour qu'ensemble, on définisse ces besoins et qu'on mette rapidement des formations qualifiantes, certifiantes, à grande échelle, disponibles sur le marché. Il y a aussi des sujets de mobilité, car on voit aujourd'hui, avec la reprise de la croissance, certains bassins d'emploi, on est presque au plein emploi. Ce qu'on appelle le plein emploi, je rappelle, c'est un chômage structurel de 4-5%. Donc il y a des bassins d'emploi en France, maintenant on est là. Et c'est plutôt ceux qui se développent, donc où ils ne trouvent pas les compétences. Et on a d'autres bassins d'emploi où ça ne décolle pas, on en a parlé pour les quartiers de la ville, ça ne décolle pas et on a beaucoup plus de chômeurs. Donc le sujet de la mobilité, de l'aide au logement, de l'aide à la mobilité va être un des sujets de cette adéquation et de ce retour au marché du travail. Ensuite, en ce qui concerne l'apprentissage, vous avez évoqué la culture, la vision de l'échec, oui. Oui, aujourd'hui, dans le logiciel d'orientation, dans beaucoup de rectorats, c'est redoublement ou apprentissage. Bon, évidemment, c'est dans la même colonne, ça n'est pas extrêmement motivant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos concitoyens commencent à réaliser qu'en fait, l'apprentissage en France, qui n'est que de 400 000 apprentis, est néanmoins une voie de réussite, avec 70% d'emplois au bout de 6 mois. Donc, c'est un des meilleurs dispositifs. Donc, je crois que qualitativement, l'apprentissage fonctionne est déjà une voie de réussite. On peut aller du CAP à l'ingénieur, mais beaucoup de familles et de jeunes ne le savent pas. Donc, avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, dans le cadre du projet de réforme sur l'apprentissage que nous allons mener ensemble, un des axes sera évidemment le sujet de l'orientation, qui est décisif, mais c'est un travail, je vais dire, de tout le monde, parce que c'est un travail d'opinion publique, puisque ça concerne les familles, les jeunes, et pas simplement les professionnels de l'orientation. Donc c'est effectivement quelque chose qui sera essentiel. Ensuite, en ce qui concerne les contrats aidés, sur lesquels vous êtes plusieurs à être revenus, Monsieur Petroviski, oui, vous avez raison de rappeler qu'il y a eu une sous-budgétisation très importante et une baisse. La LFI 2017 initiale était déjà en baisse très forte par rapport à 2016. Donc, le précédent gouvernement avait anticipé et organisé, je veux dire, programmé une baisse forte des contrats aidés. C'est même ce qui nous a amené, nous, à en rajouter 40 000 pour la fin de l'année, car effectivement, comme presque tout avait été consommé au premier semestre, là, en fait, si nous avions respecté la loi de finances initiale que le gouvernement précédent avait proposée au Parlement et qui avait été votée, eh bien, nous aurions été dans une situation bien plus dramatique encore que ce que vous évoquez, puisqu'on s'arrêtait quasiment en septembre. Donc on en a rajouté pour la fin de l'année, mais nous, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous voulons maintenant faire la réforme de fond des contrats aidés, j'allais dire deuxième génération, qui là, en termes d'accompagnement, d'insertion et de formation, seront clairement ciblés, et avec aussi une notion territoriale. Je l'évoquais, les quartiers de la ville, les zones rurales, les outre-mer. Je pense qu'il y a les publics, il y a les territoires, et puis aussi le type d'employeur. Nous supprimons les contrats aidés dans le secteur marchand, considérant que maintenant, avec la reprise, la capacité, et avec les dispositifs de formation, nous avons tous les dispositifs pour permettre des chômeurs à accéder aux emplois, et que aujourd'hui déjà, il y a 66% des phénomènes dans les contrats aidés marchands. Avec la reprise de la croissance, ça sera pire. Donc, ça n'est pas un bon usage des deniers publics. Donc, il faut voir, dans la baisse, en fait, la baisse est moins grande qu'il n'y paraît dans le secteur associatif, pour ces raisons. En ce qui concerne les